Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour démarrer ce vlog lecture dédié au Hobbit de Tolkien. Je suis une très grande fan de cet auteur, je suis loin d'avoir lu tous les livres que je voudrais avoir lus de lui, même si j'ai une belle bibliothèque que je pourrais vous présenter un petit peu plus tard. Mais cette année s'annonce une année particulièrement Tolkien. Déjà, l'an dernier, j'ai eu un prémisse en allant à Oxford où il a vécu, où j'ai pu m'imprégner de l'atmosphère de la ville, aller faire plein de choses en rapport avec Tolkien, j'en dis pas plus parce que vous aurez un vlog de ça, et relire La Communauté de l'Anneau ou La Fraternité de l'Anneau. Tout ça, ça m'a déjà comme replongé un peu dans mon amour de Tolkien. En plus de ça, cette année, je participe à un book club où on lit certaines de ses œuvres un petit peu moins connues qui s'orientent autour des contes de fées plutôt, notamment il y avait son essai sur les contes de fées, il y a Smith of Woodland Major, plusieurs textes qu'il a écrits qui n'ont rien à voir avec Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire encore plus de Tolkien et organiser une lecture commune du Hobbit puis du Seigneur des Anneaux. Et donc, j'ai lancé cette idée sur mon Patreon, les capas étaient très enthousiastes, et on va prendre ça tranquille, par contre, on va l'étaler sur toute l'année, puis je pense que la petite intro que j'ai faite vous donnera une idée de la vibe que j'ai envie d'avoir. J'ai vraiment envie qu'on se prenne un peu pour des hobbits, qu'on apprécie la lecture, qu'on la souligne, qu'on la note, qu'on en discute, qu'on fasse plein d'activités autour. J'ai envie que ce soit une expérience, pas seulement une lecture. Et là, le Hobbit, on l'a prévu comme lecture pour les mois de février et mars. J'ai lu donc les premiers chapitres déjà, et vous pouvez voir le niveau de la notation. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à cette lecture. Je vous montre un petit exemple de comment j'annote d'ailleurs, même si vous en verrez d'autres au cours de ce vlog. Mini présentation de l'histoire si jamais vous ne connaissez pas. On est dans un univers fantasy où il y a des êtres appelés les hobbits qui sont comme plus petits que les nains encore, ils font à peine un peu plus d'1 mètre. Ils vivent une vie très simple, orientée autour de la nature, de la nourriture, beaucoup. Et il n'y a pas grand-chose qui les fait quitter leur foyer ou vivre des aventures. Ils vivent dans des petits trous de hobbits tout mignons. Et en particulier, Bilbon est un relativement jeune hobbit dont la vie va être complètement changée lorsque un sorcier, Gandalf, va venir le trouver et lui proposer, c'est peut-être pas le bon mot, mais l'amener à accepter de participer à une quête pour retrouver le trésor perdu d'un groupe de nains. Trésor qui est gardé par un dragon. Donc on est vraiment sur du classique fantasy, mais en même temps classique parce que Tolkien en a vachement posé les bases d'une certaine façon, même si bien sûr il a eu beaucoup d'inspiration, notamment l'anneau d'Enninbelung dans la mythologie nordique, Beowulf, tout ça. Mais il a vraiment écrit des textes fondateurs de ce que la fantasy est aujourd'hui. Je me régale parce que on retrouve ici la plume de Tolkien dans sa façon de décrire la nature, et je sais que certaines personnes trouvent ça trop lent ou trop lourd. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très immersif. Il y a aussi beaucoup d'humour en fait, et on n'en parle pas assez de l'humour que Tolkien a. Encore plus dans le Hobbit, parce qu'à la base c'était un texte pour les enfants, donc il se permet un peu des parenthèses où il s'adresse au lecteur, ou des choses comme ça, mais aussi il a des petites remarques sarcastiques à propos de Bilbon tout le temps, ça me fait beaucoup rire. Et puis de redécouvrir des personnages que maintenant je connais bien pour une nouvelle lecture. Je sais plus si la première fois que j'avais lu le Hobbit, je l'avais lu en français ou en anglais, j'arrive pas à me souvenir. Mais en tout cas, c'est vraiment une nouvelle expérience de le lire de la façon dont je le fais et de façon extrêmement consciente, de relever plein de choses aussi, notamment la façon dont l'intonation et le ton de l'écriture changent beaucoup entre le Hobbit, comme je vous disais, qui était écrit pour des enfants à la base, et Le Seigneur des Anneaux. On retrouve dans le Hobbit beaucoup d'éléments fondateurs des contes de fées. Je le vois encore plus en ayant lu son essai là-dessus juste avant, mais sa manière de nommer les choses, les différentes étapes dans une aventure, certains rythmes dans l'écriture. C'est aussi très intéressant de voir certaines choses
qui ont changé entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, qui est sorti quand même beaucoup d'années plus tard. Notamment, par exemple, les nains avec tous leurs bonnets d'une couleur différente, ils vont beaucoup plus penser aux nains de Blanche-Neige qu'aux nains qu'on va retrouver plus tard. Donc vraiment, c'est hyper intéressant d'analyser l'évolution aussi qu'il y a eu entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux dans la construction, et en même temps de voir les choses aussi qui n'ont pas changé. Et si vous vous lancez dans ce vlog avec moi, je vous le dis, on va beaucoup analyser le texte, c'est une des choses que je veux faire avec vous. J'ai aussi prévu, comme je vous le disais un peu plus tôt, pas mal d'activités Hobbit-esque, donc notamment bien sûr à un moment dans ce vlog on va faire des scones, je vous le dis, mais aussi des petits moments de pause cocooning. J'ai prévu plusieurs activités pour mes Patreons, j'en révèle un petit peu plus à chaque semaine. Donc vraiment plein de petites activités et de partage autour de cette lecture, tout comme la lecture ne sera pas juste une lecture, ce vlog ne sera pas juste un vlog lecture, on va vraiment aller en profondeur dans les choses et j'ai vraiment envie de vous entraîner dans une ambiance, pas juste un livre dans un univers. Donc j'espère que c'est une aventure qui vous tente. Je pense que j'ai quand même assez parlé pour les 2 premiers chapitres du livre et je vous reprendrai quand j'aurai avancé un petit peu plus dans ma lecture. J'ai voulu vous faire une nouvelle petite update lecture parce que là on vient de passer une partie où il se passe plein d'éléments centraux du récit, dont le chapitre 5 où on rencontre Gollum qui est quand même incroyable, et bien sûr la partie où Bilbo va trouver l'anneau. Oh, mais avant ça, on rencontre un autre personnage extrêmement important qui est Elrond, l'elfe. Et donc toute la bande des nains, plus Bilbo, plus Gandalf, vont aller passer quelques semaines à Foncombe, Rivendell, je sais plus comment ça s'appelait dans les nouvelles traductions, mais à cet endroit-là. Et c'était hyper intéressant à relire parce que les elfes font beaucoup moins
solennels et sérieux et genre sages et profonds qui vont l'être plus tard dans le Seigneur des Anneaux. Là, ils font des petites chansons rigolotes, ils sautillent partout et tout. J'adore voir comment ces idées vont évoluer pour après devenir ce qu'elles vont être dans le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. Il y a des graines et tout d'idées, bien sûr, il y a des choses qu'on retrouve qui n'ont pas changé, mais il y en a qui ont aussi beaucoup changé dans ça, ou certaines créatures comme les géants de pierre aussi, qui se battent pendant une tempête. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Donc c'était un petit interlude tranquille avant que tout le bazar commence, puisque juste après, ils vont galérer à traverser les montagnes, puis se faire attaquer par des gobelins. Et au final, en relisant cette scène, je me dis que le film était pas si loin que ça, avec le roi des gobelins, la chanson et tout, parce que là aussi, il chante. Il y a beaucoup de chansons dans le Hobbit, c'est quelque chose que Tolkien aimait vraiment, d'intégrer des chansons dans ses textes. Et donc on a toutes les péripéties où il essaie d'échapper aux gobelins et tout, mais la partie la plus importante est bien sûr que Bilbon trouve l'anneau dans une grotte, et qu'après il va rencontrer Gollum, cet être mystérieux. Et c'est assez intéressant parce que la façon dont Tolkien décrit le passé de Gollum est assez floue, et en même temps à certains points qu'on va retrouver dans la version finale aussi du personnage. Donc tu peux te demander aussi où est-ce qu'il en était de sa pensée au moment où il a écrit Gollum là. Et donc il y a tout le duel avec les énigmes, et dans cette scène-là en particulier, j'ai vraiment revu la scène du film avec les voix des personnages et tout, donc Andy Serkis qui double Gollum de façon extrêmement brillante, mais aussi Martin Freeman qui joue Bilbon. J'entendais vraiment leur voix, je voyais vraiment la scène, donc c'était hyper satisfaisant à lire, ça faisait peur aussi quand même un petit peu, vraiment c'était très chouette. J'ai continué à relever aussi plusieurs éléments fondateurs de contes de fées qu'on retrouve dans l'histoire, vraiment, que ce soit au niveau de la structure, au niveau de certaines phrases des personnages et tout. Donc c'est vraiment chouette d'avoir lu avant le Hobbit son essai sur les contes de fées à Tolkien, parce que ça apporte vraiment encore plus de profondeur à mon analyse du texte. Je trouve aussi qu'au cours de ces chapitres, on peut voir un petit peu plus la personnalité de Bilbon se révéler au-delà de celui qui suit un petit peu les nains et tout, le fait qu'il soit tout seul, qu'il doive se débrouiller, prendre des décisions pour échapper aux gobelins, pour échapper à Gollum. Je trouve qu'on le voit un petit peu plus son courage apparaître, ou en tout cas sa volonté de survivre. Donc ça aussi, c'est bien de voir le développement de ce personnage-là, qui est à la fois attachant et à la fois exaspérant par moment. Donc là, il vient d'échapper aux gobelins. Et je vais pouvoir attaquer la troisième partie du découpage, où je sais qu'il va encore se passer plein de nouvelles découvertes, plein d'apparitions de personnages que j'ai hâte de comparer par rapport au Seigneur des Anneaux ou au reste de ce que Tolkien a écrit, que je connais. Mais avant de faire ça, je voulais vous montrer mon œuvre artistique. Donc comme je vous ai dit au début, le but c'est de faire une lecture vraiment immersive avec des activités et tout. Chaque semaine, je propose un petit quelque chose, des fois tout petit, des fois un peu plus gros. Et puis là, pour cette semaine, c'était de colorier un trou de Hobbit. J'ai trouvé des dessins gratuits en ligne. Mais au final, une de mes patrons m'a inspirée à le faire en aquarelle. Je me suis dit que c'était une trop bonne idée, que je pourrais le coller dans mon reading journal et tout. Et donc voilà mon chef-d'œuvre. En vrai, je suis quand même contente de ce que j'ai fait, même si c'est loin d'être parfait. J'aime beaucoup les couleurs de la porte en particulier, les petites fleurs et tout. Je manque encore de technique pour tout ce qui est ombre, pour tout ce qui est un peu nuance de couleur, pour que ça fasse un peu un effet moins plat. Par exemple sur la colline, si je voulais faire des brins d'herbe et tout, j'ai même pas essayé parce que je savais que ça allait être catastrophique. Mais je regardais une vidéo d'un monsieur, je pense, qui le faisait, et j'étais comme c'est tellement moche à côté. Mais en vrai, je l'aime bien. Je suis surtout contente en fait d'avoir fait l'exercice, peu importe le résultat. Je vous ai pas fait d'update depuis pas mal de temps. Ouh, désolée. J'ai lu les parties 3, 4 et 5 du découpage.
Oups. J'étais vraiment dans ma lecture et j'ai oublié de vous reprendre pour filmer. Donc cette update risque d'être un petit peu longue. On avait laissé Bilbo qui échappait aux gobelins, qui retrouve au final les nains. Et c'est assez intéressant parce qu'il les surprend alors qu'il porte l'anneau. Et alors que lui, il était prêt à retourner dans la grotte pour secourir les nains, il les entend dire tant pis pour Bilbo, il avait qu'à pas se perdre, on va le laisser. Ce qui est assez triste. Heureusement, Gandalf est là et leur dit non mais ça va pas les amis. Mais j'ai trouvé le décalage de personnalité intéressant aussi. Et malheureusement, leurs aventures ne s'arrêtent pas là parce qu'ensuite ils sont attaqués par les wargs, ces espèces de gros loups. Ça, je me souvenais plus du tout que Tolkien avait inventé ce mot-là. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était dans les films qu'il les avait créés, mais non en fait. Et ils sont sauvés par les aigles. Et là, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que, en fait, déjà, c'était intéressant de voir l'apparition des aigles qui vont rester dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un gros débat d'ailleurs. Vous l'aurez peut-être vu passer sur pourquoi est-ce que les aigles n'ont pas transporté Frodon directement jusqu'à la montagne du destin. C'est un gros débat. Mais là, ils apparaissent et encore une fois, on voit la différence un petit peu entre qui ils sont et qui ils vont devenir dans le futur du lore de Tolkien. Il y avait une citation que j'adore puisque je me la suis fait tatouer à la cheville. C'est « May the wind under your wings bear you where the sun sails and the moon walks » que j'ai bien décoré du coup. Donc qui est comme une espèce de salut qui est fait aux aigles une fois qu'ils les quittent. Et je trouve que c'est vraiment une belle phrase. J'aurais pu choisir plein de citations de Tolkien pour me faire un tatouage. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard. Mais celle-là, je trouvais qu'elle... Bon déjà, elle est très poétique avec la lune, le soleil, les métaphores de navigation un petit peu et tout. Mais c'était la sensation de liberté et de voyage qui allait avec, qui me parlaient beaucoup et qui ont fait que j'ai voulu me faire le tatouage. Une autre chose très intéressante qui apparaît dans ce bout du récit, c'est le personnage de Beorn, donc qui est métamorphe, skin changer en anglais, change-peau, je suis pas sûre de la traduction qui a été faite, qui peut devenir un ours. Donc il a une forme humaine et une forme ours, et on voit comment il vit seul dans la forêt et tout, et c'est un être un petit peu à part. Et je trouvais que c'était intéressant parce que, tout comme les géants de pierre, plus jamais dans le Seigneur des Anneaux ou quoi, on va nous parler de change-peau, je vais les appeler, de métamorphes. Genre, la seule fois où ça apparaît, c'est avec Beorn, et pourtant on nous dit que voilà, il appartient à une autre espèce et qu'il n'est pas nécessairement le seul membre de son espèce. Mais c'est une idée qui ne me semble pas, en tout cas, qu'elle va être explorée plus tard dans le reste du récit. Là aussi, je pense qu'on retrouve un élément pas mal de contes de fées, parce qu'en plus, Beorn parle le langage des animaux aussi. Donc, c'était intéressant de voir à quel point c'est un indice de plus, comme quoi le Hobbit se rapproche de ce genre-là, on va dire, plus que par la suite le Seigneur des Anneaux. J'ai beaucoup aimé aussi dans cette scène comment le personnage de Gandalf est représenté en fait tout au long du récit. J'aime beaucoup Gandalf, il a vraiment un côté très malin, peut-être, je sais pas trop comment le qualifier, mais j'aime beaucoup. Et donc là, les personnages ont une petite pause, un petit répit avant de repartir pour l'avant-dernière étape de leur voyage, qui est de traverser la forêt de Mirkwood. Et je pense que c'est la partie la plus sombre du récit et oppressante, parce qu'ils sont dans cette forêt noire. Oh, tout le chapitre avec les araignées, franchement, si vous êtes arachnophobe, je sais pas comment vous pourrez lire, parce que c'est vraiment très très détaillé, tous les trucs d'araignées et tout. Et c'était assez effrayant et angoissant, en fait, comme étape dans le voyage, je trouvais. Je me souvenais pas que c'était autant oppressant, mais en même temps, j'ai des scènes du film qui me reviennent et qu'on retrouve dans le livre. Enfin, je sais que c'est le processus inverse, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'était vraiment fun de pouvoir lire et visualiser encore plus avec les scènes du film. Je trouve que ça se complétait bien dans cette étape-là. Bien sûr, on a l'apparition des elfes aussi, donc de la forêt, avec Thranduil, joué par le magnifique Lee Pace dans les films. Thranduil qui n'est pas très très cool dans le livre, au contraire. Là aussi, on a une représentation des elfes comme des êtres assez fêtards et portés sur la boisson, on va le dire, qui est très différente de la version un peu éthérée qu'on aura par la suite, et qui sont pas très agréables avec les
nains. Il les maltraite pas, mais ils sont quand même très prisonniers. Et Bilbo, encore une fois, après les avoir sortis de l'embarras avec les araignées, va les sortir de l'embarras avec les elfes. Et là, on arrive à la dernière étape un peu du voyage, qui est le moment où ils arrivent dans la ville sur le lac, où les humains se sont réfugiés, et la ville un peu la plus proche de la montagne où il y a Smaug qui reste. Et c'est là que j'ai réalisé, j'aurais pu le réaliser beaucoup plus tôt, que tout le livre suit en fait un schéma très précis, où il leur arrive une aventure, puis il y a une pause. Il leur arrive une aventure, puis il y a une pause. Par exemple, on a les trolls au début, puis ensuite ils vont à Rivendell, ça fait une pause. Ensuite, il y a toute l'histoire avec les gobelins, puis ils ont du repos avec Beorn. La traversée de la forêt, les araignées, puis le repos dans la ville. Donc on a vraiment ce schéma qui se répète tout au long du livre, et que j'avais pas nécessairement repéré à ma première lecture. Et comme je vous le disais, ce vlog, pour moi, c'est vraiment une analyse aussi du texte et de la construction du texte, comme Tolkien l'a fait. Donc c'est le genre de choses que ça m'intéresse vraiment d'observer. J'espère que ça vous intéresse aussi, et que je suis pas dans ce délire toute seule, mais j'adore faire ça. J'aurais dû faire des études littéraires. Je pense que c'est la conclusion que je tire de pas mal de mes lectures. Et donc, pour en revenir là où j'en suis actuellement, ils viennent d'arriver au pied de la montagne. Voilà, donc ils doivent y entrer, se confronter à Smaug. Et je vous avoue que je me souviens plus exactement comment Smaug va mourir. Désolée du spoiler, mais je considère pas vraiment que c'est un spoiler quand le livre date d'aussi longtemps et qu'il y a eu les films. Mais je pense dans le film, il se fait tirer des flèches par une arbalète par Bard, il s'appelle, qui n'a pas encore été introduit à ce moment-là dans le livre, donc je sais même plus s'il existe dans le livre ou pas. Il me semble que oui. Il me semble que oui, parce qu'après on parle de ses descendants et tout dans d'autres livres. Mais là, il n'a pas encore été introduit du tout. On a vu juste comme le maire de la ville, c'était assez flou à ce niveau-là. Donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer, et les confrontations entre Smaug et Bilbo aussi, et juste de voir apparaître ce dragon qu'on attend depuis le début du récit. Genre, on est arrivé au bout, là où va y avoir le dragon. Oh. Donc j'ai très hâte de continuer. J'ai continué aussi à beaucoup annoter, comme vous pouvez le voir. Et je pense que on n'a plus que 2 parties à lire pour finir le livre. Cette semaine et la semaine prochaine. Oh my god! Proche de la fin, c'est passé trop vite. L'activité de la semaine, d'ailleurs, c'est un atelier culinaire en mode Hobbit. Donc moi, je pense que je vais essayer de faire des scones. J'ai trop envie de manger des scones. Oh oui, j'ai oublié de le dire, mais Gandalf les a quittés à l'entrée de la forêt. En fait, il disait que depuis le début, il n'avait pas prévu d'aller jusqu'au bout avec eux, qu'il a d'autres choses à faire. Donc son personnage n'est plus là pour le moment. Je sais qu'il va revenir tout à la fin, mais ça fait quand même un changement qui est plus que les nains et Bilbo. On va dire que ça lui permet de prendre un rôle un peu plus important à partir de là, et c'est plus lui qui devient le sauveur du groupe, souvent. Genre, les nains sont un peu en retrait à travers tout le livre. Oui, ils font certaines actions et tout, mais je trouve qu'au final, on n'est vraiment pas centré sur... En même temps, le titre du livre, c'est le Hobbit, n'est-ce pas? Mais quand même, sachant que c'est eux qui motivent la quête, c'est intéressant. Et il y a une toute petite anecdote, mais ça m'a fait rire. C'est que à un moment dans la forêt, pour tromper les araignées, Bilbo va lancer des pierres, et ça dit qu'il était a pretty fair shot with a stone. Donc il était vraiment bon pour lancer les pierres et tout. Et c'est très drôle parce que dans le prologue du Seigneur des Anneaux, toute la partie sur les hobbits, ça dit qu'une des spécialités des hobbits, c'est le lancer de pierres. Et j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il ait gardé cette aptitude-là des hobbits à travers les livres. Un autre parallèle que j'ai noté, c'est que donc Bilbo va tuer des araignées avec son épée Sting, et des années plus tard, genre des dizaines d'années plus tard, Frodon va aussi se battre contre une araignée avec la même épée. Petit parallèle intéressant. Dernière chose que je voulais vous dire, cette update est une vidéo à elle toute seule, c'est que à travers tout le livre, il y a aussi des petites phrases disséminées qui laissent deviner un peu ce qui va se développer dans le Silmarillion sur en particulier les elfes. Par exemple, ici, j'ai pas mal surligné parce qu'en fait, ça dit que les elfes de Mirkwood descendent des anciennes tribus elfes qui ne sont jamais allées to Faerie in the West. Et les terres à l'ouest, là ils l'appellent Faerie,
mais ça va devenir Valinor, qui est la terre des elfes vraiment qui ont quitté la terre du milieu et qui sont ailleurs, et assez coupés du monde au final. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y avait déjà cette idée d'un autre monde à l'ouest, d'où certains elfes venaient et d'autres elfes n'étaient jamais allés. Il les a catégorisés différemment, genre Light Elves, Deep Elves, Sea Elves. Et le reste du monde aussi n'a pas le même nom, mais on voit vraiment les débuts de ces idées de catégorisation des elfes. Et ils parlent de leur amour pour les étoiles et tout. Ça aussi, c'est des choses qui sont restées. Et j'adore voir ça, j'adore voir la genèse ou les prémices, en fait, de ce qui va devenir tout son légendaire de la Terre du Milieu. Je trouve ça hyper intéressant et je vais m'arrêter là. Ceci n'est pas une dissertation sur le Hobbit, c'est un vlog lecture. Je vais continuer la partie de la semaine, découvrir Smaug, j'ai trop hâte, et surtout faire des scones. Oh là 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 là, on approche de la fin. Il ne reste plus que quelques chapitres pour terminer le Hobbit. J'aurais tellement profité de cette lecture. Ah, je suis trop contente. Oh, j'ai abîmé mon livre. Ça, je suis moins contente. C'était un livre d'occasion, comme tous les Tolkien quasiment que j'ai. Anyway, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre dragon, puisque ça y est, on a découvert Smaug. Et franchement, je trouve que Tolkien a tellement une bonne façon de représenter un dragon qui, à la fois majestueux, impressionnant, mais qui fait aussi peur et dans lequel tu peux voir un côté très malicieux, mais vraiment dans le sens négatif du terme, genre sournois et tout. Vraiment les descriptions du dragon, qu'elles soient physiques, mentales ou dans ses capacités de destruction, je l'ai trouvé vraiment extrêmement prenante. En plus, j'ai les belles illustrations. Oh, c'est pas facile de vous montrer. d'Alan Lee pour le représenter et tout, mais vraiment, j'adore. Et l'écriture de Tolkien me plaît toujours beaucoup. Il y a aussi des belles citations, par exemple. They were at the end of their journey, but as far as ever, it seemed from the end of their quest. C'était intéressant de voir comme
Ils poursuivaient leur quête petit à petit. Et puis à un moment, ils sont comme « Ah ben bon, on est arrivé au dragon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est comme s'ils n'avaient pas vraiment réalisé qu'ils allaient arriver jusque-là, mais quand ils y sont, il faut trouver quoi faire. Au-delà de l'apparition et des descriptions de Smaug que j'ai beaucoup aimé, le personnage de Bilbo, on se rend aussi compte à quel point il a changé, et c'est plus lui qui a pris la place de Gandalf en tant que leader de leur troupe. Et tu vois vraiment qu'il a pris beaucoup d'assurance quand il parle justement avec Smaug. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi une scène qui était bien refaite dans le film. D'ailleurs, parce que je pouvais vraiment visualiser pendant ma lecture leur description et la manière dont Tolkien l'écrit et tout aussi, c'était très distrayant, et ce côté toujours un petit peu devinette qu'il adore mettre dans ce livre. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point son personnage a changé tout en restant complètement obsédé par le nombre de repas qu'il rate tout au long de leur aventure. Un autre point à noter dans cette partie-là, c'est que ça y est, il y a des hommes qui apparaissent pour la première fois dans le récit, donc c'est vraiment tout à la fin, et j'étais curieuse de voir comment Tolkien allait nous faire rencontrer les hommes, parce que jusqu'à maintenant on avait des elfes, des nains, des hobbits, des êtres de toutes sortes, mais pas d'hommes. Et là, c'est les premiers qu'on rencontre. Et ça faisait drôle de réaliser un petit peu ça, parce que c'est rare les récits qui sont autant décentrés des hommes au final. Et c'est quelque chose qu'il parle dans son essai sur les contes de fées d'ailleurs, où il dit que même si on dit contes de fées, souvent le héros ou le personnage principal, c'est un homme. Et dans ses livres à lui, ce n'est pas le cas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était chouette aussi. Et notamment le personnage de Bard, en voyant ses descriptions un peu sombre et ténébreux et tout ça. Il fait très proto-Aragorn, je trouvais, dans son sérieux et la manière dont il était décrit, comme il est à part des autres hommes et tout. On ressentait un petit peu cette même idée de grandeur humble, je trouve. Et j'étais contente de le revoir aussi. Et c'est lui qui va lancer la flèche décisive qui va tuer Smaug d'ailleurs. C'était vraiment un chapitre très intense, celui où Smaug détruit la ville et où les hommes tentent de lui échapper et tout. C'était, je pense, une des parties les plus violentes du livre, presque. Mais la manière dont la violence est décrite fait que ça fait pas graphique ou quoi non plus, puis ça reste que c'était aussi écrit un peu pour les enfants. Donc on s'étale pas non plus trop là-dessus, mais tu le ressens à travers les mots quand même, ce côté destruction totale. Et la dernière chose que je voulais mentionner pour cette partie, c'est le rôle important des animaux, notamment des oiseaux, parce qu'il y en a un corbeau et un autre, je pense que c'est un passereau, qui vont jouer des rôles vraiment importants. Un qui va venir dire à Bard, parce qu'il a entendu du Hobbit, où est-ce qu'il y a une faille dans son armure d'écaille, et donc qui va permettre de tuer Smaug, et un autre qui va communiquer avec les nains aussi. Et ça, pour moi, le fait qu'on puisse discuter avec les animaux, qu'on comprenne le langage des animaux, c'est quelque chose qui est un élément extrêmement fairy tale-like, qu'on va retrouver dans ce livre-là principalement, et qui va quand même pas mal disparaître après dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup d'aspects comme ça, contes de fées, qui vont être beaucoup moins présents par la suite, et je vous ai déjà dit, mais je les apprécie vraiment beaucoup. Donc là, dernière partie, on pourrait croire que la quête est finie, le dragon est mort, et je pense qu'il y aurait pas mal de contes qui termineraient là-dessus, tout va bien, ils font la fête et tout ça. Mais pas Tolkien, parce que maintenant, le problème, c'est que tout le monde veut sa part du trésor, littéralement. Et donc, il y a les hommes qui se dirigent vers la montagne, il y a les elfes qui se dirigent vers la montagne, qui sont sortis de leur forêt, et je pense qu'il y a aussi des orques ou des gobelins qui vont débarquer dans le truc. Et on sait qu'il va y avoir une grande bataille. Les nains, bien sûr, ne veulent pas laisser leur trésor aux autres. C'est comme, non, on est encore vivant, la montagne est à nous. Et donc, ça va le finir, on le sait, en tout cas pour certains d'entre eux. Et il me reste juste cette partie-là à lire, mais j'ai vraiment peur parce que je sais que tout le monde ne va pas survivre. J'ai pas envie de lire ça.
Ça y est, notre aventure du Hobbit approche à sa fin. J'ai terminé le livre et on a aussi regardé le film avec mes patrons. C'était vraiment cool de le revoir juste après avoir lu le livre parce que comme ça, il y avait des scènes qui se superposaient et tout. Alors bien sûr, le premier film ne couvre pas tout le livre, mais je vous avoue que je suis pas sûre de vouloir voir les autres parce qu'après, ils sont tellement partis ailleurs que ouais, je suis pas sûre que ça me tente. Mais j'étais très contente de revoir le premier film, surtout avec les chansons, je suis trop fan. Mais je voulais revenir quand même sur la fin du livre. Alors déjà, il y a un truc, c'est que j'étais persuadée que l'Arkenstone, donc l'espèce de joyau un peu magique, c'était une invention du film. Mais en fait non, il y a une Arkenstone dans le livre et il y a d'ailleurs beaucoup d'enjeux par rapport à cette pierre parce que Thorin veut absolument la retrouver, mais Bilbo tombe dessus par hasard et la garde. Mais ce qui est différent par contre, c'est que dans le film, c'est vraiment l'Arkenstone qui est la source de la maladie de l'or un peu qui va toucher Thorin et sa famille, tandis que dans le livre, ils appellent ça, je sais plus exactement comment, mais c'est comme la maladie du dragon ou quelque chose comme ça, où tu perds un peu la raison parce que tu es proche d'une trop grande quantité d'or. Et c'est ce qui arrive à Thorin, et je pense que les nains, ils sont particulièrement susceptibles. Et donc, on peut plus raisonner avec lui du tout. Il dit des choses horribles. À Bilbo, tu dis, mon Dieu, après tout ce qu'ils ont traversé, ils le traitent comme ça. Oh là là, ça m'a fait de la peine. Et malheureusement, ça finit mal pour lui. Si vous avez vu les films ou lu le livre, vous le savez, Thorin se fait tuer. En même temps que Fili et Kili. Et c'est vraiment trop triste. C'est moins triste dans le livre parce que je trouve quand même que les nains ont moins de personnalité individuelle. Par rapport à dans le film, ça c'est une grosse différence, je trouve vraiment. Oui, ils sont pleins et il y a les prénoms et chacun a au moins un moment où il parle, quoique Kili, je suis même pas sûre. Et du coup, ils ont moins une présence importante, ils sont moins touchants, j'ai envie de dire, on s'en soucie un peu moins. C'est vraiment Bilbo qui est le centre de l'histoire. Tandis que dans les films, ils ont un peu plus équilibré tout ça. Donc oui, j'étais un peu triste qu'ils meurent, mais en même temps, d'autant plus du fait qu'on ne voit pas leur mort, ça allait. Ça aussi d'ailleurs, c'est un élément intéressant, c'est que il y a une grosse bataille, à la fin la bataille des 5 armées, mais la particularité, et une des choses qui est le plus connue dans le livre, c'est que Bilbo se fait assommé au début de la bataille et du coup il la voit pas et on lui rapporte tout. Et c'est quand même un procédé assez intéressant que Tolkien a utilisé là aussi, de ne pas nous faire vivre directement toute la bataille et de la rapporter comme ça. Et c'est assez typique en même temps de Bilbo. Je pense que c'est au moins la 3e fois qu'il se fait assommer et qu'il perd connaissance dans tout le livre. Et puis l'histoire se conclut bien sûr avec le retour de Bilbo dans la comté où il découvre qu'on le pensait mort et que la moitié de ses affaires ont déjà été vendues. Donc au final il va utiliser son or à tout racheter presque. Non pas qu'il en ait pris beaucoup parce que au final une des morales entre guillemets du livre, c'est quand même que les hobbits restent des êtres qui ne sont pas du tout cupides. Il n'a pas d'intérêt pour l'or, les trésors, un petit peu pour la gloire parce qu'il aime bien se faire bien voir. Mais sinon, quand même, il reste très terre à terre et très ancré dans la nature et c'est ça qui fait la force des hobbits de façon générale en fait, dans tous les livres de Tolkien. Et j'ai beaucoup aimé la fin où il est juste avec Gandalf et il lui dit un truc genre « Est-ce que tu veux un autre biscuit ?» On retrouve vraiment le côté très cosy du début du livre en fait à la toute fin et Bilbo qui reprend sa vie normale, même s'il a été changé après son aventure. Donc vraiment, je me suis régalée. Je sais même pas si je peux dire 5 étoiles, coup de cœur, parce que pour moi c'est tellement une lecture hors des catégories un petit peu, le Hobbit, mais oui, voilà, c'était 5 étoiles pour moi. Je peux pas dire autre chose de ce livre-là. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un projet que j'ai fait sur mon Patreon avec les Copas. C'est qu'on fasse une chronique de la comté, où je vais répertorier dans un carnet les œuvres d'art, on va dire, qu'on a faites. Donc je mettrai mon magnifique tableau d'artiste, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi imprimé des choses que certaines m'ont envoyées. Par exemple, j'adore ça. C'est trop beau. Donc une espèce de moodboard du Hobbit, des dessins que d'autres personnes ont fait aussi, j'en attends d'autres. Mais je vais tous les regrouper pour avoir un peu ce carnet souvenir de cette aventure qu'on aura vécue ensemble. Et je trouve l'idée très cool d'avoir des lectures comme ça, où c'est plus que des lectures, c'est aussi des moments, des expériences et tout qu'on a partagé en groupe, c'est vraiment fun. Puis là, je commence à devenir vraiment trop cheesy. Donc je vais arrêter le vlog là, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu de vivre cette aventure à mes côtés, de découvrir ou de redécouvrir
Tolkien. Moi je sais que cette relecture m'a beaucoup appris de choses que je n'avais pas vues la première fois. Donc je suis très contente de l'avoir fait et j'ai hâte de continuer avec le Seigneur des Anneaux parce que nos lectures communes continuent. On va lire la Fraternité de l'Anneau pour les mois d'avril, mai et juin. Donc si jamais ça vous tente d'ailleurs de nous rejoindre et qu'on en discute ensemble, vous êtes les bienvenus. Moi je l'ai déjà relu en novembre, donc il va y avoir enfin mon vlog à Oxford sur ça qui va sortir. Ça va me rendre nostalgique. J'ai hâte. Et dans tous les cas, je suis trop contente de consacrer autant de temps à Tolkien cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un auteur que vous connaissez déjà, que vous avez déjà lu, et si oui, quoi, ou si je vous ai donné envie de le découvrir. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec le mot Gandalf, parce que vraiment, j'adore ce personnage. Et je termine bien évidemment en remerciant mes patrons, les capaces d'avoir vécu cette aventure avec moi. Comme je l'ai dit, si ça vous tente de rejoindre la prochaine, mais aussi d'avoir accès à des vidéos exclusives, notre Discord de discussion et plein d'autres choses, le lien est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.